Bonjour, il y a quelque temps, j'avais fait une série de vidéos sur NocoDB. Euh, Dans le cadre de mes cours, je trouvais que c'était un back-end intéressant pour pouvoir, notamment dans des cours de React ou de Vue, permettre aux élèves de travailler sur des données en ligne, voire en local, bien entendu. Entre-temps, le produit a un petit peu évolué, j'ai d'autres élèves en l'occurrence, et je voulais vérifier que le produit avait évolué, on va dire, dans le bon sens, ce qui est le cas. Je spoil un peu la fin, mais et donc de vérifier un petit peu comment c'était la nouvelle version de NocoDB. Alors, il y a pas mal de petites choses qui ont changé, ou quelques choses, petites choses qui ont changé. Principalement, l'installation, on va la voir en local, et la REST API aussi. Alors après, il y a tout l'aspect de NocoDB que moi m'intéresse moins, qui est le côté effectivement interface, création de tables, de formulaires, de vues, etc. Donc je ne vais pas m'attarder trop dessus. On va vraiment focaliser sur effectivement NocoDB au sens euh, back et REST API, et de voir un peu comment le manipuler pour les élèves en direct, et puis pour tous ceux que ça pourrait intéresser, hein, bien sûr. Le côté front est un peu plus intuitif, on va dire. On va y revenir après. Évidemment, on va faire un petit détour quand même. Voilà, donc la vidéo va se faire en trois parties. Première partie, hop là, première partie, l'installation proprement dite de NocoDB en local. J'évoquerai en ligne pendant que ça se fera. On peut aussi l'installer en ligne. Ensuite, on jouera un petit peu avec l'interface, histoire de créer deux, trois tables à l'intérieur. Et puis, on travaillera dans la REST API pour pouvoir justement préparer un peu ce dont les élèves auront besoin d'ici quelques jours. Accessoirement, je reviendrai peut-être, s'il y a des gens qui sont intéressés, sur la documentation, enfin sur l'interface en elle-même, parce que NocoDB est un produit très intéressant, et il y a peu de documentation encore, et encore moins en français, bien entendu. Il y en a quand même. Alors, à l'attaque. Donc là, pour le coup, sur le site de nocodb.com, on a effectivement la documentation, alors qui est pas trop mal, totalement en anglais, mais pas trop mal faite quand même. Sur des points un peu techniques, et notamment l'API, la mise en place de certaines choses, c'est peut-être moins au point, mais là encore, c'est un produit open source collaboratif, communautaire. Faut pas hésiter évidemment à participer si vous voulez évidemment aider à améliorer le produit. Ce que j'essaye de faire à mes heures perdues, mais j'en perds pas beaucoup, donc c'est pas très efficace. Mais j'avais déjà contacté le support, je les avais même au téléphone, c'était assez drôle, parce qu'ils parlaient anglais aussi bien que moi, et c'était pas terrible, mais on est arrivé à se comprendre. Ils ont un Discord qui est assez actif, etc. Bref, c'est une communauté qui commence à être un petit peu importante, bien sûr. Il ressemble à Airtable sur un certain nombre de points. La grosse différence pour l'instant, c'est qu'il est auto-hébergé, c'est-à-dire qu'il faut l'installer chez vous pour pouvoir vous en servir. Soit sur un serveur genre Heroku ou d'autres, encore que Heroku est un peu moins intéressant qu'à une certaine époque, parce que Heroku est devenu, on va dire, alors pas forcément payant, il l'était déjà, mais il impose maintenant d'avoir une carte bleue pour pouvoir s'inscrire. Donc on a d'autres solutions, notamment Railway.app, qui permet de l'installer. Nous, et puis j'ai vu qu'on avait bientôt une version cloud qui allait se mettre en route, donc ça pourra évoluer encore, et je referai peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Bref, pour l'installer sur son poste, on va évidemment le faire tout de suite. On va passer par le GitHub qui est ici. Vous avez effectivement plusieurs façons pour l'installer. On va zoomer un petit peu. La première, c'est effectivement de l'installer comme une application Node, en faisant un git clone et un npm install et un npm start. C'était la solution qu'on avait faite dans la vidéo précédente, qui fonctionne a priori toujours. Je ne l'ai pas retestée, mais a priori, elle est toujours d'actualité. Je ne l'ai même pas vu tout à l'heure en l'occurrence. J'avais focalisé sur le fait que c'est Docker, enfin Dockerisé. On peut donc l'installer via des Docker si vous êtes à l'aise avec ça. C'est notamment la solution qui sera retenue enfin, si vous l'installez, pardon, chez Heroku, chez Railway ou d'autres applis, enfin, d'autres hébergements, on va dire, parce que c'est, on va dire, la solution qu'ils privilégient eux. Je suis en train de faire un petit réglage caméra en même temps, voilà, et qui permet effectivement d'automatiser un certain nombre de choses. La dernière solution, et celle-ci est nouvelle, c'est que vous avez la possibilité d'installer des fichiers binaires, c'est-à-dire exécutables.
qui, pour les gens qui sont moins techniques, permet en fait de créer un exe, enfin, ou un exe ou un équivalent Mac, qui sera installé dans un dossier précis et que vous pourrez lancer facilement. On va utiliser cette solution-là ici. Alors, vous voyez qu'elle est disponible pour Mac, Linux, Windows, ce qui est déjà pas mal. Je vais prendre la solution, celle qui me convient, donc le Mac. Et dans un terminal, on va lancer l'installation, c'est-à-dire un simple copier-coller en l'occurrence. Si, alors pendant ce temps-là, si vous l'installez chez Heroku ou chez Railway par exemple, il vous faut créer donc un compte chez railway.app par exemple, l'associer je crois à votre GitHub et quand vous voulez créer une instance, vous devez créer une application basée sur un template et dans la liste des templates entre autres, il y a NocoDB qui est proposé. À partir de là, NocoDB Railway va installer une base de données, créer une base de données, puis créer une instance de NocoDB et tout configurer. En gros, vous n'aurez strictement rien à faire. Après, Railway, c'est pas mal, il y a des limitations sur le quota, etc. Mais c'est un autre sujet. Lisez les conditions, etc. Mais ça se fait facilement. Alors, entre-temps, j'ai évidemment parlé, mais globalement, vous voyez que l'installation s'est faite. Il n'y a plus qu'à visiter le localhost de 80 dashboard. Le serveur s'est lancé, en fait, hein, déjà. Donc, si je vais justement sur cette adresse, voilà, je me retrouve face à la configuration de NocoDB qui va déjà me lancer mon installation. Alors, ça a pris, si j'exclus mon détour par Railway, ça a pris une minute à peu près, hein, le temps qu'il télécharge le truc et qu'il installe. Alors juste par curiosité, vous voyez que dans le dossier en question, euh, il m'a mis un fichier NocoDB qui est donc un exécutable et un fichier noco.db qui est donc ma base de données, la base de données SQLite qui est configurée par défaut. Si vous voulez évidemment en production, on peut sur Railway il créera une instance, je ne sais plus si c'est MongoDB ou Postgres, je crois que c'est Postgres. Euh, créer une base de données un peu plus sérieuse entre guillemets que SQLite. Vous pouvez le paramétrer aussi pour que ce ne soit pas du SQLite, bien entendu. Je pense que c'est ce qui est... Non, il doit y avoir des paramètres supplémentaires à l'installation. J'ai pas creusé pour cet aspect. Mais pour un test en local, SQLite, ça marche très très bien, bien sûr. Euh, donc du coup, je reviens sur mon instance, je vais me connecter et je me connecte. Voilà. Donc là, on se retrouve sur l'interface de NocoDB qui a un petit peu changé, mais pas trop. Qui sont à la recherche de sponsors, faut pas hésiter à participer, bien sûr, et qui vous donnent des liens vers tout un tas de ressources, documentation de l'API, etc. Ce que je laisserai creuser, bien entendu, on ira quand. La première chose à faire va être de créer un projet. Un projet, c'est-à-dire que vous allez nommer votre projet. Alors pour être organisé en ce qui me concerne, alors il vous suggère un nom par défaut, mais je vais l'appeler NocoDB 0153. Là encore, parce que c'est la version 0153 de NocoDB qui est installée. Et donc, je vais zoomer un peu, pas trop. Oui, parce que ça me permet moi de suivre un petit peu où j'en suis sur les versions, même si c'est pas très très grave. Par défaut, vous arrivez sur la gestion des users, ça je ne creuserai pas. On peut travailler avec plusieurs utilisateurs, plusieurs tokens, chacun le sien, etc., avec des droits différents. Je vais fermer cet onglet, hop, ici. Donc par défaut, évidemment, vous n'avez aucune table qui est créée. Vous pouvez en créer de plusieurs façons, soit en faisant ajouter une nouvelle table, soit en glissant un fichier effectivement directement sur la table. Donc, soit un CSV, soit un fichier JSON, soit un fichier Excel. On reconnaît l'esprit tableur, on va dire, de NocoDB, qui est effectivement un peu comme Airtable. Le côté table est important, ça s'adresse à du grand public, on va dire, pas forcément à des gens qui raisonnent en termes de bases de données relationnelles et autres, mais on y arrive très vite à s'en sortir, hein, bien sûr. Donc je vais prendre un fichier, déjà un fichier
dragon. Un fichier de dragon, c'est un des fichiers que j'utilise pour mes cours, donc un fichier JSON. Donc je le glisse, il va me poser un certain nombre de questions par rapport à ça, et je vais faire importer. Par rapport à ce fichier dragon, que je peux montrer au format hop, JSON tout de suite d'ailleurs, il est où, il est où, il est où? Donc si je l'ouvre ici, vous voyez que la structure de mon fichier, donc c'est des dragons. Hop, je vais enlever les photos, mais NocoDB est capable de gérer des images aussi, hein, bien sûr. Mais vous voyez que j'ai une couleur, un nom, un habitat, une taille, etc. Et puis des informations qui vont avec, bien sûr. Quand on a des tailles qui sont effectivement la size 0,5 pour Rosewing, qui est un tout petit dragon, puis d'autres qui sont effectivement plus gros, etc. Donc ça, c'est mon fichier dragon. Vous voyez que quand j'ouvre ici, bah, il a scanné en fait le fichier des dragons et il a détecté, voir quels étaient les types de données qui étaient associés. Typiquement, ce que font la plupart de ces outils-là, hein, ils analysent, alors c'était précisé à l'étape d'avant, hop, je crois ici, qu'il allait parser les 500 premières lignes pour vérifier les données. Donc si jamais vous avez des choses qui sont différentes au bout de la millième ligne, il ne pourra pas forcément le détecter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vous donne la main. Donc, si vous connaissez la structure de vos données, vous pouvez comme ça, évidemment, les analyser vous-même. Typiquement, vous voyez qu'il est assez intelligent quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'en fonction du volume de texte, eh ben, il va proposer des textes simples lignes ou des textes un peu plus longs. Donc le behavior est peut-être un texte un peu plus long. Donc on va mettre celui-ci en texte un peu plus long. Behavior, il est là, donc on va choisir long text. Pour les autres, vous voyez que la taille, bah, il y avait le petit Rosewing qui était en 0,5, il a donc détecté la virgule, alors que pour l'espérance de vie des dragons, il a détecté qu'il n'y avait que des nombres entiers, donc il ne met que des nombres. Ce que j'avais pas détecté au départ, et c'est plutôt pas mal, c'est que pour les tables de référence, enfin les notions de référence, on a en fait effectivement, les dragons, ils aiment les trésors, ça tout le monde le sait, et on avait dans mon fichier trois valeurs possibles, or, pierre précieuse ou argent. Il a détecté que c'était des single select. Ici, pareil pour l'alimentation, on a les carnivores, les herbivores et les herbivores ici. J'importe mes données et vous retrouvez effectivement dans ma table les données en question. Et vous constatez que globalement, alors il a indexé, j'ai pas fait gaffe sur la couleur, là encore parce que dans mon fichier, la couleur était le premier paramètre de la chose. Alors qu'a priori, ce serait plutôt le name du dragon qui devrait être la clé primaire. Est-ce que je ne sais pas si ça peut se changer? Edit, show more. Non, j'ai pas l'impression que ça puisse se changer. En l'occurrence. Donc attention à ça. Peut-être au niveau de l'import, je n'ai pas fait attention. Est-ce qu'on peut préciser laquelle? Attendez, on va même faire plus simple. Hop, on détruit et on recommence. C'est l'avantage d'importer des fichiers, c'est on peut revenir en arrière facilement. Donc là, je le auto-select type, ok, je reviens ici. La clé primaire est définie comme étant celle-ci, mais est-ce que je peux le changer? Non, a priori non. Et ça, c'est embêtant. Et est-ce que je peux changer le nom de la table? Oui, je peux changer le nom de la table. Alors, c'est pas super pratique. Enfin, s'il faut double-cliquer, hein, tout simplement, ici. Bon. Alors, pour la clé primaire, attention à bien garder à l'esprit qu'il faut que dans votre fichier d'origine, le champ clé primaire soit le premier si vous utilisez l'importation. Sauf erreur de ma part. À partir de là, il m'a détecté mes différents champs. Alors évidemment, on pourrait en rajouter. C'est l'aspect là que je ne vais pas creuser trop aujourd'hui. On peut rajouter des éléments, rajouter des dragons bien entendu, rajouter des colonnes évidemment. Si je rajoutais une colonne, vous voyez que je peux choisir le type de colonne que j'ai à disposition entre les liens vers des autres champs, entre des simples lignes de texte, des attachments, donc des images par exemple. Je pourrais glisser les images de mes dragons ici. Je ne sais plus si je les ai à portée de main, mes dragons. On va faire une petite pause dans la vidéo, le temps que je récupère mes images.
qui disparaîtra au montage, bien entendu. Bien, alors de retour, j'ai retrouvé mes images, euh, qui sont donc ici, et je vais donc créer un nouveau champ que je vais appeler IMG, qui sera de type attachment, et je sauve le truc. Alors, à partir de là, je vais ajouter mes fichiers, donc noir, noir, ça va être black, ici, et je n'ai plus qu'à piocher, donc le blue. C'est des dragons qui sont générés par Blue Willow. Blue Willow, dont j'ai une vidéo précédente, donc intelligence artificielle génératrice d'images, façon Midjourney et autres. Mais là n'est pas le propos. Donc j'ai effectivement créé mes dragons, vous le voyez comme ceci, puis les ajouter évidemment. Si je veux rajouter une autre table, eh bien, je vais fermer celui-ci. Je vais faire mon onglet et je me retrouve sur cet écran. Je vais donc pouvoir importer. Alors on va importer là pour le coup un CSV. Fichier CSV. On va prendre, allez, hop, 500 personnes. 500 c'est peut-être beaucoup ceci dit. Bon, on va l'importer quand même. Donc ici, j'importe mon fichier de 500 personnes. Donc c'est des noms générés par la bibliothèque Python qui s'appelle Faker, qui permet de créer des trucs faux. Et ici, il me détecte bien mes différents éléments. Je me suis arrangé pour que le last name soit en tête, donc la clé primaire. Et je n'ai plus qu'à importer. Alors, on va essayer effectivement un fichier Excel. Donc, je prends mon fichier Excel avec mes fameuses 500 personnes ici. Je vais le parser. Là, c'est pareil, il fait l'analyse. Ça a l'air de bien se passer. Et, et il m'a bien mis mes 500 personnes. Donc, tout va bien. Donc c'est le même principe hein, de toute façon. Si je prends, alors est-ce qu'un fichier ODS, ODS, c'est-à-dire OpenOffice, ah ben c'est marqué ici, j'avais pas vu. Effectivement, il va supporter les fichiers Excel, mais également les fichiers OpenOffice. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Hop, et je sauvegarde et vous voyez que ça fonctionne aussi bien sûr. D'accord. Donc, bon, bah, donc ça se passe plutôt pas mal, on va dire. Alors vous avez la possibilité bien évidemment de créer une table à partir de ici. Vous nommez votre table, on va l'appeler test, c'est pas le plus intéressant. Quelques options qui permettent de créer par défaut des choses. Vous voyez que dans tous les cas, il me crée ici un identifiant quoi qu'il arrive. Ensuite, on soumet et on n'a plus qu'à rajouter des champs, préciser leur type à chaque fois et puis expérimenter un peu les différents types qui existent bien sûr. Bon, c'est assez basique là encore, ici. Donc ça c'est l'aspect front. Alors, sachant que dans l'aspect front, vous avez aussi en bas à droite là, tout ce qui est les vues qui vous permettent de créer aussi des formulaires. Si je, par exemple, ou une galerie. Galerie peut être intéressant maintenant que j'ai mis mes images. Donc on va l'appeler galerie 1 ici. Et vous voyez que j'ai une vision de mes dragons qui est sous forme de galerie. On peut paramétrer, évidemment, modifier, c'est-à-dire on fonctionne avec un template qui permet de dire je ne vais afficher dans cette vue-là que certains éléments et pas forcément tout, bien entendu. Pareil pour les formulaires, on peut créer un formulaire de saisie qui va me permettre de saisir facilement de nouveaux dragons et de personnaliser l'aspect de ce truc en organisant, savoir si je veux saisir le nom du dragon en premier, la couleur en dernier, etc. On peut les déplacer et créer ce nouveau formulaire qui nous permettra après de les partager aussi. C'est-à-dire vous pouvez très bien créer des formulaires, partager le formulaire et uniquement le formulaire avec d'autres personnes, typiquement avec des élèves pour qu'ils nous rendent nos devoirs. On se sert pas mal de ce genre de choses plutôt Airtable d'ailleurs dans les classes, mais avec nos CodeDB, ce serait également possible. Un formulaire de saisie, les personnes saisissent, on récupère les dossiers et on peut les gérer après. Donc c'est des trucs qui sont assez bien foutus, je trouve, effectivement. Par rapport à du développement pur et dur, on gagne finalement pas mal de temps, bien sûr. Voilà. Mais on est des devs, nous, donc on va évidemment s'intéresser à l'aspect code
derrière cet outil qui est un outil de no-code. Mais là encore, derrière un outil de no-code, bah, il y a la possibilité de faire du code, du moins avec celui-ci, notamment au travers de l'API qui va derrière. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, comme ça. Voilà, je peux donc passer facilement de la zone, on va dire, sombre qui est Visual Studio à la zone claire qui est effectivement notre dragon. Enfin, notre dragon. Je vais même fermer ça. Voilà. Qui nous permettra évidemment de passer de l'un à l'autre facilement et puis de voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés, hein, bien sûr. Alors, chose importante évidemment quand on travaille avec une API, bah, il faut pouvoir interroger donc, notre API, tester effectivement notre API et notre API ou notre code qui communique avec l'API ou l'API, peu importe. Et pour ça, moi j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle Visual Studio Code, dans lequel j'ai installé un plugin qui s'appelle REST Client, qui nous permet de créer des fichiers et d'envoyer des requêtes directement. Un peu ce qu'on ferait avec Postman par exemple, ou Insomnia ou ce genre d'outil, mais en mode basique. On serait plus proche de curl que de Postman pour les experts. Pour ça, eh bien, une fois qu'on a installé le plugin, je vais donc créer un fichier que je vais appeler noco.http. Noco.http et qui va me permettre donc de faire des requêtes à l'intérieur et d'afficher le résultat des requêtes, là encore en mode, on va dire, brut par rapport aux API. Alors, première chose, quand on a une API, on a besoin de connaître la route, bien entendu, et on a besoin de connaître les tokens qui vont avec. J'ai découvert, et là je m'adresse à mes élèves, que on peut définir des variables à l'intérieur d'un fichier HTTP de manière à éviter de les ressaisir au fur et à mesure. C'est entre autres très pratique pour les routes et les tokens. Ça évite de les dupliquer, de les copier-coller. Si jamais on change de token, on n'a pas besoin de le remplacer 25 fois. On change la variable, bien sûr. Donc pour ça, on va zoomer un peu. Je vais donc définir route et lui préciser la route qui va être effectivement utilisée après. Et comme ça, je pourrais, dans mes requêtes, faire un get de ma route, en ajoutant éventuellement des paramètres, bien évidemment. Donc ça me permet comme ça de procéder en deux temps. Pour ça, il faut évidemment que je connaisse la route. Donc connaisse la route, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille dans NocoDB. Je vais ouvrir, enfin agrandir un peu, puisqu'on va d'abord récolter les éléments qui vont nous être nécessaires. Le premier élément, c'est donc la route, et le deuxième, c'est le token. Alors, pour le token, je l'ai évoqué, on a moyen d'avoir plusieurs systèmes de tokens. Si vous voulez juste le token administrateur qui permet d'avoir le tout, vous cliquez sur ce petit menu qui est ici en haut à gauche, et vous avez ici le copy auth token qui vous permet d'avoir le token évidemment. Donc ça c'est la version la plus simple que je vais mettre tout de suite ici, c'est-à-dire, on mettra la route après, token égale et paf. Ne recopiez pas mon token. Bah, de toute façon, on est en local, ça vous servirait à rien. De toute façon, bon courage si vous voulez le taper, ceci dit. Donc ça, c'est le token. Alors la route va dépendre évidemment de votre installation, bien sûr. Mais globalement, pour l'avoir, bah, vous avez besoin de connaître l'adresse évidemment de votre hébergement. Donc ça, c'est la racine de votre hébergement. Et puis après, vous avez le API, V1, etc. Donc une chaîne à rallonge qui va vous donner les routes possibles, la racine, on va dire. Pour la connaître, c'est assez simple. Vous avez un Swagger qui est disponible. Là encore, pareil, menu en haut à gauche, hop, le Swagger. En se rendant sur le Swagger, bah, vous allez avoir effectivement le résumé de toutes les routes disponibles, à savoir bah, l'adresse du serveur, donc celle-ci je la connaissais, hein, c'est celle que c'est localhost 888, et puis ensuite vous avez la route complète qui est ici. Alors, a priori, on ne peut pas faire de copier-coller, ça c'est le seul truc. C'est un peu dommage, il y a peut-être un moyen quelque part, mais bon, on peut parfois taper des choses, hein, bien sûr. Donc du coup, sauf si je me suis trompé par rapport à mon test, ça nous donne quelque chose comme ça. Si je fais juste ça,
j'exécute ma requête, vous voyez que j'ai une erreur. Alors on va vérifier que je ne me suis pas loupé, parce que j'en suis tout à fait capable. Peut-être que je précise tout simplement Dragon, unauthorize. Alors, unauthorize, ça c'est normal, puisqu'il faut que j'envoie mon token à chaque requête. C'est là où, si vous voulez vous authentifier, etc., je ne suis pas trop sûr de savoir comment mettre en œuvre. Donc, il vous faut fournir un token quoi qu'il arrive. Si vous voulez vous authentifier pour récupérer le token. Chose aussi importante, alors on va avoir besoin de toute manière d'envoyer, de vouloir recevoir du application JSON, donc ça c'est normal. Le truc important aussi dans nos CodeDB, c'est que quand vous avez deux familles de tokens, hein, donc je peux aller ici, vous avez ceux qui s'appellent les XC auth et les XC tokens. Là, ce qu'il nous faut, c'est le XC token, celui que j'ai récupéré tout à l'heure, c'est celui-ci. Et c'est là où vous avez effectivement ici, hein, le name ici du token, c'est le XC auth. Et c'est lui qu'il faut préciser avec votre token ici. Donc attention, c'est pas un Authorization Bearer Token, c'est un XC auth, c'est-à-dire un truc particulier qu'il faut évidemment transmettre. À partir de là, si j'envoie ma requête, eh bien je reçois ma requête. Je reçois les données de ma requête. Alors, là c'est pareil, on a une requête qui est effectivement intéressante. En l'occurrence, vous allez recevoir les différents éléments dans une liste. Vous allez avoir deux parties dans votre réponse, la liste et les pages info, assez classique hein, d'une API. Je trouve beaucoup plus simple que celle de Airtable, bien évidemment, puisque vous avez accès, on va dire, très rapidement et directement aux données de votre... Vous n'avez pas une structure complexe, ou du moins complexe que dans Airtable. Si je déplie ici, vous voyez que j'ai mes différentes infos sur mes dragons, avec les différents champs et avec les IMG, enfin l'image ou les images disponibles. Donc c'est là où, alors attention, il a tendance à créer des noms de champs avec des majuscules. Donc il faut en tenir compte évidemment dans vos créations. Dès qu'il crée des choses de manière automatique, il aura tendance à mettre des initiales en majuscules, voire des mots à l'intérieur en majuscules. Ça, c'est une particularité. Vous pouvez les renommer hein, éventuellement. Vous voyez que celle que j'ai créée moi, IMG, est en minuscule. IMG est un tableau dans lequel on a l'adresse de l'image qui commence par download quelque chose. Évidemment, il faudra rajouter le localhost. Si vous voulez afficher vos images dans une appli, typiquement, l'adresse complète sera ceci, je pense. Et si je les fiche, on va voir. Ah, là, il me propose de le télécharger, mais je pense que si je faisais un IMG SRC, ce serait sans doute faisable. J'aime pas les sans doute. Hop. Alors, on va tout de suite faire un index.html. IMG SRC. Ah. Alt. Voilà. Et on va tester tout de suite ce que ça donne. Ok, donc ça marche. On ne peut pas y aller directement, par contre on peut l'afficher dans un IMG SRC, à condition bien sûr de rappeler le chemin complet. Vous voyez que lui ne commence qu'à download, pas forcément le plus... Mais bon, une fois qu'on le sait, c'est toujours pareil. Contrairement à Airtable, il ne génère pas des vignettes de plusieurs tailles, hein, beaucoup plus basique. Il indique le poids, il n'indique pas la largeur et la hauteur. C'est voilà, un peu plus simple. Hop, on referme celui-ci. Alors après, pour tester notre API, on va refaire le jeu auquel j'avais joué la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interroger les différentes données de notre table et pouvoir aussi faire des insertions évidemment dans la table. Là pour le coup, il est relativement standard.
on va passer, on va faire le tour. Donc première chose, donc, vous voyez que j'ai appelé mes dragons. Alors attention, c'est pareil. Quand il importe des tables, il aura tendance à mettre des majuscules aussi. Donc, alors, ce qui fait la différence d'ailleurs, ceci dit, si je mets une minuscule, voilà, donc il ne la trouve pas, ce qui est à peu près logique. Pour mes personnes, alors on va interroger, on va travailler avec les personnes, on y verra un peu plus clair. Donc c'est personnes. Non, alors comment je l'ai appelé? Ah oui, alors c'est là où je voulais être en mode j'affiche les choses côte à côte. Voilà, voilà. Donc là, je les ai appelés personnes avec un P majuscule. Moi, ça m'embête un peu quand même. Bon, je vais pas tout renommer. Faites juste attention à ça. Voilà, donc là, j'ai mes personnes. Bien. Alors, si je n'en veux qu'une, bah, c'est assez simple. On précise effectivement ici que bah, c'est la personne numéro 1. Donc, on va rajouter bah, tout simplement que je veux la personne numéro 1. Et à partir de là, bah, je reçois l'objet direct, c'est-à-dire avec les informations qui m'intéressent, bien sûr. Ça, c'est relativement classique. Imaginons maintenant que je veuille rajouter une personne. J'en ai pour l'instant 5. Je vais mettre sur le côté ici. On verra un peu mieux. Ouais. Ici. Eh bien, pour ça, bah, il faut que je connaisse évidemment la structure de ma table et que j'utilise, hop là, du coup, je vais y arriver, c'est-à-dire mes trois, bon, mon poste vers la personne avec un P majuscule, ça je vais me faire avoir pas mal, et je récupère, le plus simple étant de récupérer d'ici les éléments, bien sûr, ou de les taper si on les a pas. Juste vérifier la tentation. On peut... Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Alors, supprimer les champs automatiques, c'est-à-dire la date et les dates, l'ID et les dates de création, donc qui sont évidemment automatiques. Et puis, j'ai plus qu'à changer les champs, hein, bien sûr. Donc, on va créer un Carlier Richard. On va habiter 1 rue Loco DB 404 00 dans la ville de Notfand. On va mettre 404 le code. Non, allez, on va mettre 92 250. Ce qui n'a aucune importance d'ailleurs. Allez, bim, on envoie comme ça. Donc j'ai envoyé effectivement, vous voyez que bah, apparemment ça s'est bien passé, un code 200. Si je reviens sur mon NocoDB, il ne se passe rien. Ce qui n'est absolument pas normal. Sauf qu'il l'a bien, voilà, l'écran ne se rafraîchit pas instantanément. Je m'attendais à ce que ce soit plus rapide. Euh, Peut-être parce qu'on est en local avec SQLite, peut-être que voilà, mais la donnée c'est bien inséré, hein, bien sûr. Si je le renvoie ici, c'est pareil, il y a un petit délai. Hop là, ici, mais vous voyez que la donnée est bien saisie. Ce qu'il faudrait, c'est vérifier. Voilà. Donc ça fonctionne, bon, en gros, hein. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, déjà ouais, on va réduire un peu au maximum ce qui se passe, même si on voit que c'est pas instantané. Là du coup j'en ai deux qui sont pareils. Eh bien on va modifier. Donc, on peut reprendre sur la liste, hein, bien sûr, pour vérifier qu'on a bien effectivement le numéro 7. Pour modifier le numéro 7, bah, c'est pareil. Hop, on va pouvoir faire un patch. Donc patch. Patch de quoi? Ben, on va reprendre le tout, hein, ça sera plus simple. Hop là, donc je patch la personne numéro 7. Et la personne numéro 7 ne va pas s'appeler Carly Richard, mais va s'appeler, hop là, Richnou, Sophie. Et on va l'appeler, bon, même adresse. Allez, hop, tac. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai une Richnou Sophie qui doit être apparue, qui est apparue Richnou Sophie. Le put ne fonctionne pas. Il faut donc passer par du patch si vous voulez modifier vos champs uniquement. Une fois qu'on le sait, c'est toujours pareil. Ça fonctionne. Alors après, on
fait le get. Non, ça c'est les dragons. On va récupérer nos personnes. Je sais plus où j'en suis dans mes personnes. Hop. Donc là, on en a 7. Parfait. Alors, on va... Bah, du coup, Sylvie, Sophie, je sais plus comment elle s'appelle. Hop, Sophie maintenant. Eh bien, on va la delete. Alors, pour la delete, c'est pareil, pas bien compliqué. On n'a pas besoin de préciser ça. La delete. Et on delete la numéro 7. Bing, on a bien 200 et on en a bien détruit un. Parce que, alors pourquoi il indique qu'on en a détruit un? En principe, on a nos data qui nous revient, mais tout simplement parce que il est possible de faire des traitements de l'eau, c'est-à-dire de pouvoir en supprimer plusieurs d'un coup. Je ne sais plus exactement comment, mais c'est tout à fait possible. Ben voilà, on a en gros fait le tour hein, Alors si j'ai... Si, chose importante, vous voyez que j'ai supprimé le numéro 7. Là, je pense que c'est plus un bug, donc je n'ai plus le numéro 7. Par contre, si je réinsère une personne, clac, vous voyez qu'elle reprend le numéro 7. Donc on a une notion de clé primaire qui est a priori pas forcément super bonne. C'est possible que ce soit lié au fait qu'on soit sur SQLite, mais c'est quelque chose à tester parce que ça, à mon sens, c'est pas forcément une bonne idée. Je vais leur écrire après le tournage de la vidéo pour vérifier, pas pour leur signaler s'il y a un truc que j'ai pas, qu'il faut caler quelque part, mais je pense que c'est quand même un bug. Et bien utiliser les fonctionnalités aussi de get de CodeDB, c'est-à-dire qui va permettre de pouvoir faire des recherches, moteurs de recherche intégrés et des sélections et un certain nombre de choses. Alors ça c'est plutôt pas mal aussi, alors ça se répand beaucoup dans les REST API, c'est pas encore le cas de toutes. En passant, donc ODB permet aussi d'utiliser GraphQL pour l'interroger. Je pense que c'est lié. Donc si vous voulez, ici, alors si je zoome, le problème c'est que si je zoome d'un côté, ça zoome de l'autre et on voit pas grand chose. On peut rajouter des paramètres. Alors en passant, si on est dans le plugin REST HTTP, les paramètres, on peut les mettre à la ligne pour y voir un peu plus clair, c'est-à-dire je peux mettre le point d'interrogation en dessous et puis le détailler ligne par ligne pour décomposer ma query string et mieux voir ma query string, plutôt que de tout mettre à la ligne. Ça, c'est un truc que je viens de découvrir aussi. C'est peut-être une nouvelle version, je n'avais pas fait attention, peu importe. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est choisir les champs qui nous intéressent à l'intérieur de notre requête. C'est-à-dire choisir que l'on ne veut par exemple que donc les fields, et on va préciser le ID, le name, et puis on va prendre les treasures. On le copier-coller quand même. Hop, ici. Et vous voyez que je ne vais maintenant plus avoir que les trésors, les noms et les éléments. Je vais regarder, je vais garder, pardon, sous le coup de la liste complète pour pouvoir retrouver éventuellement d'autres choses. Donc là, vous voyez que je peux comme ça choisir les fields que je veux. Je vais vérifier si on ne peut pas faire des négations, c'est-à-dire si je veux tout sauf IMG par exemple, est-ce que ça marche? Pas tout à fait, non. Dommage. Mais si je ne veux que les images, par contre, ça fonctionne. Et si je ne veux que les images point passe, est-ce que ça passe? Ça passe pas. Mais je m'y attendais un peu. Bon, on va reprendre cela. Très dur. Ici. Alors ça passe pas où il y a peut-être moyen de le faire, mais ce serait à vérifier évidemment. Donc là, vous voyez que j'ai effectivement choisi les champs que je veux obtenir. À chaque fois, ça marche, hein, bien sûr, si je ne veux qu'un seul dragon, je n'aurai que les 3 champs de ce dragon que je peux avoir. Ça, c'est plutôt pas mal. Si je mets un slash à la fin, d'ailleurs, oui, ça passe aussi, hein. Il y a des cas où ça passe. Oui, des fois où ça passe, mais là ça passe. Alors, chose aussi, ce que je peux faire, évidemment, c'est des critères where. C'est-à-dire que je peux construire des filtres par rapport à ça. Donc ça n'a pas vraiment changé par rapport à la version précédente. Where, ek, et on va choisir or. On va prendre les dragons qui aiment l'or. Vous voyez que Shadowfang, il aime l'or. Par contre, Stormcaller, il aime pas. Il préfère les pierres précieuses. Et là, du coup, on n'a plus que ceux qui aiment l'or et pas ceux qui aiment pas l'or, bien sûr.
On peut d'ailleurs faire des critères cumulatifs, c'est-à-dire que je peux lui dire, donc c'est le tilde, end, ah non, tilde, espace, end, et je vais lui dire que le ID doit être greater than 5 par exemple. Et là, hop, on n'aura plus que Bloodschale et Thunderstrike, c'est-à-dire ceux qui correspondent au deuxième critère. On peut mettre des end, on peut mettre des or, on peut mettre des not, je crois aussi. Vous avez toute une sélection par rapport à ça. Et là, évidemment, on va vers un endroit intéressant qui s'appelle la doc de NocoDB. Voir la vidéo précédente sur laquelle je m'étais un petit peu attardé. Ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est la data API, c'est-à-dire celle qui va nous permettre d'interroger pour obtenir des données. API, c'est le paramètre query params qui m'intéresse, dans lequel on va pouvoir justement préciser des paramètres par rapport à notre requête. On a vu le where, on a vu le fields, on n'a pas vu le sort qui va nous permettre de faire des tris, on va le voir juste après, limit et offset qui vont nous permettre de pouvoir gérer des pages suivantes, pages précédentes, et le shuffle qui va permettre de mélanger un petit peu les éléments. Ça c'est plutôt intéressant aussi quand on veut, sur une page d'accueil, afficher un dragon au hasard par exemple. C'est pas compliqué à faire du coup. Donc c'est quoi un dragon au hasard? Hop, allons-y. C'est un dragon déjà, dans lequel on va lui mettre un paramètre shuffle égale 0 ou 1, ça doit être 1 je pense, égale 1, et donc là pour le coup vous voyez que j'ai Flame Breath en tête, si je relance j'ai Stormcaller, si je relance etc, vous voyez qu'il les mélange, c'est le principe d'un mélange. Si on rajoute et limite égale 1, eh bien on n'en a plus qu'un seul au hasard bien entendu. Pour une pagination, alors évidemment, il ne faudrait pas faire. On va faire avec les. Comment il s'appelle la table des grands là? La table des grandes personnes. Table des grandes personnes. C'est data 500, data personne 500, data personne 500. C'est là où c'est un peu. Pour faire du copier-coller, c'est pas top top. Hop. Oui, je ne l'ai pas validé pour exprès. Hop là, donc si je prends mes grandes personnes qui sont ici. Donc là, vous voyez que par défaut, il me les met par lot de 25. Que je peux changer donc. Si je mets 500. Ah, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me met. Alors c'est un peu plus long bien sûr, mais hop, et ben voilà, il me met les 500. Bon, c'est pas un truc à faire, attention, mais ça fait partie des réglages que l'on peut faire dans nos CodeDB. Alors je ne sais plus comment, je crois que ça passe par des variables d'environnement de mémoire, où vous pouvez préciser le nombre par défaut, voire le nombre maximal de ces valeurs-là. C'est tout à fait possible de les paramétrer, hein, bien sûr. Pour empêcher de demander trop de choses à la fois, vous pouvez le faire. Donc si je demande une limite raisonnable, je vais essayer de n'afficher que le last name. Ce sera peut-être, donc, pour y voir plus clair, on va mettre le last name, donc de quoi, fields égale last name, et là j'en ai 500, donc là voilà, si je mets limite 5, sans trop de surprise, on n'en a que 5, d'accord. Je sais que je suis page 1, que ma taille est ici, que je ne suis sur la première page, mais je ne suis pas sur la dernière page. Donc je vais pouvoir mettre dans mon application une pagination qui gère le fait qu'on soit en première page ou en dernière page. Si je veux passer à la page suivante, c'est là où, alors, je vais de moulin, alors on va même rajouter un sort, on va voir le sort dans la foulée. Sort, je vais y arriver, hop, 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 égal. Donc on va mettre le sort sur le last name forcément. Voilà. Comme ça on voit bien qu'on commence par la lettre A et on va de Adam
à l'art. Si je vais sur NocoDB, hop, NocoDB, il est où? Et que je les trie par nom. Something, voilà. Vous voyez que le prochain, ce sera André, André, André. 3 André. Et il y a 3 Antoine, d'ailleurs. Tiens, alors, pour le tri, j'anticipe, vous pouvez mettre des tris multiples, c'est-à-dire que je peux très bien vouloir trier par le last name, virgule, le first name. Même s'il n'apparaît pas, il en tiendra compte évidemment pour la suite. On va quand même le faire apparaître pour vérifier. Je vais en mettre 50 juste pour voir. Et là, j'ai bien le André Amélie, André Anouk et André Edith. Et puis ensuite, j'ai Antoine, Suzanne, Thibaut, Victor. A priori, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi les préfixer avec un moins si vous voulez les trier dans l'autre sens. Et là, vous allez avoir évidemment le premier tri, c'est André, et puis après, non, c'est Edith, pardon, puis André, puis Amélie. Voilà, donc je suis à 5, je sais que le prochain, donc Allard, le prochain est censé être André, Edith a priori, ici. Donc là, donc limite 5, et puis si vous voulez sauter les lignes, eh bien on va faire offset égale 5. Et là, hop, on passe sur la page suivante. On avait 2 Allard aussi, effectivement, d'accord, donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, et la page d'après, on commence à Édouard, et on est plutôt pas mal. Donc, on a fait le tour. Je vais vérifier off caméra si je fais un raccord pour vérifier que je peux m'authentifier, etc. Donc, créer un deuxième utilisateur et puis voir un peu comment ça fonctionne. Euh, j'ai effectivement creusé un petit peu la partie haute API que je n'avais pas vraiment essayé sérieusement, on va dire. Il est tout à fait possible de se connecter, voire même de créer un compte sur un DocoDB qui tourne et de se connecter, de pouvoir après avoir des droits et en conséquence évidemment mettre en place un certain nombre de choses. Alors c'est bien, voilà, on va pouvoir le faire, on va le faire, et d'ailleurs faisons-le, on va suivre le parcours initiatique de quelqu'un qui veut découvrir cette API, donc je vais retirer tout ce que j'ai fait au préalable, je vais juste garder les dragons, comme ça on y verra un tout petit peu plus clair. Donc on va avoir effectivement les tokens. Donc ça c'est la route initiale de notre token initial, donc celui qui a le privilège d'être administrateur et qui a le droit de tout faire. Là maintenant, je vais me mettre dans la peau donc qui peut donc interroger les dragons, etc., comme on a vu préalablement, bien sûr. Donc je vais maintenant créer un deuxième utilisateur. Donc là, tac, il est où mon deuxième utilisateur? Pour ça, alors attention, la route que j'ai précisée ici, c'est la route qui s'appelle data, la route data qui va me permettre effectivement d'accéder aux data, c'est-à-dire aux tables en question. Si je veux pouvoir m'authentifier, il faut que j'utilise une route différente qui est, on va dire, transversale à notre appli. Typiquement, celle-ci concerne le projet NocoDB, les utilisateurs étant potentiellement partageables entre plusieurs projets, si là encore j'ai tout compris. Du coup, je vais avoir besoin d'une route différente, c'est-à-dire que je vais appeler la route auth ici, qui va ressembler à la même, à la précédente. Si on aligne un peu les choses, vous voyez que la différence, c'est qu'il ne va pas aller dans db, data, machin chose, il va s'arrêter pour aller jusqu'à auth. Auth, c'est-à-dire ce qui est précisé ici, d'accord? Donc c'est cette partie-là de la doc de NocoDB. Après, vous voyez qu'on peut interroger, on peut travailler avec les users, on peut travailler avec les passwords, on peut travailler avec les tokens, selon évidemment les privilèges qui nous sont accordés, hein, bien sûr. On va faire simple pour l'instant, mais vous aurez toutes les billes pour pouvoir creuser éventuellement les éléments. Donc, je reviens ici. Première chose à faire, bien, je vais créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, il faut donc que j'utilise ma route. Je vais faire du copier-coller, ce sera plus simple. Voilà, je vais utiliser ma route d'authentification, la plus courte, et je vais lui dire que je veux sign up, c'est-à-dire me connecter, enfin m'inscrire.
Pour ça, eh bien, je vais mettre un mot, enfin une mail. Alors, je rappelle que si vous n'avez qu'une adresse mail à disposition, donc ça c'est mon adresse, ben, vous mettez plus et vous pouvez rajouter des compléments éventuellement. Et le système détectera en fait que vous avez deux adresses mail alors qu'en fait c'est la même. C'est juste une facilité qu'offrent les adresses mail et nos CodeDB gèrent cette facilité. C'est pas toujours le cas, mais là pour le coup c'est bien. Donc celui-ci, on va l'appeler Carlier Formation. Euh, Richnou, plus Richnou en l'occurrence. Et un mot de passe évidemment. À partir de là, vous le voyez qu'il m'a transmis un token qui est donc mon token de Carlier Formation Richnou, c'est pas celui de celui qui a tous les privilèges. Je vais donc me créer une deuxième variable ici que je vais appeler @token auth pour rester dans la logique. Si vous mettez espace ou pas, il n'y a pas l'air. Voilà, et je vais essayer tout de suite d'accéder à mes dragons avec mon token à moi. Et là, on constate que je ne suis pas autorisé à le faire. Alors, pourquoi je ne suis pas autorisé? Tout simplement parce que je me suis créé mon petit compte à moi, c'est bien gentil, mais si tout le monde peut se créer son compte et avoir tous les privilèges, évidemment, ça n'est pas une sécurité, bien sûr. Du coup, je retourne ici dans l'administration. Et je vais ici, et vous avez ici le Teams Settings, je zoome un chouille, le Team and Settings. Et là, vous voyez que vous ne voyez rien du tout. Alors pourquoi vous ne voyez rien? Peut-être qu'il faut que je recharge, c'est pas forcément instantané, semble-t-il. Hop là, Team and Settings, voilà. Et vous voyez que j'ai bien le Carlier Richnou qui est apparu. Le test étant celui que j'ai fait off caméra, bien entendu. Et vous voyez que ce Carlier Richnou, comme ce test-là d'ailleurs, n'ont strictement aucun rôle dans le système. Et comme ils n'ont aucun rôle, bah, ils ne peuvent rien faire à part se connecter, tout simplement, éventuellement se déconnecter. Encore que je n'ai pas vu de déconnexion, mais sign up, sign out. En principe, je crois avoir vu dans la doc qu'il y avait 10 heures maximum, enfin que le token expirait au bout de 10 heures et qu'il fallait se reconnecter si on voulait, évidemment. Si on veut des délais plus courts, eh bien ça peut se paramétrer là encore dans les réglages de nos codes. À partir de là, donc si jamais j'essaye d'ailleurs de recréer un compte, vous voyez que cet utilisateur existe déjà, même adresse mail, impossible de recréer une deuxième adresse. Donc là, on est plutôt pas mal. Je peux me connecter d'ailleurs, tiens, hop, on va le faire tout de suite. Si je fais un signe in, eh bien, vous voyez que je reçois de nouveau mon token pour info. Euh, je peux également aussi, ça peut être intéressant, lui demander qui suis-je? Qui suis-je? En l'occurrence, je prends, alors oui, j'ai pas défini évidemment les mêmes routes. Pas grave, on va le taper dans get. Alors on va le taper, c'est route out sur user, user, et je précise me ici. Alors si je précise me, euh, il me dit que je suis guest. Bon, mais peut-être qu'il faudrait que je lui précise mon token. Mon token. Donc mon XC token. Token. Ici, et vous voyez que je peux avoir des informations sur moi, c'est-à-dire Carrier Formation Richnou, ainsi que d'autres éléments. Alors, je suis autorisé, mais je suis autorisé à ne rien faire semble. Pour l'instant, je peux avoir des informations sur moi, je peux me connecter après avoir créé mon compte, mais je ne peux pas interroger les dragons en l'occurrence. Pour ça, il faut que l'administrateur, moi, je suis une triple personnalité, là ça commence à me donne des privilèges justement. Et dans les privilèges en question, si je vais ici sur le plus, eh bien vous voyez que je peux lui donner un privilège de editor. Donc, editor, j'ai le choix comme privilège, vous le constatez, d'être créateur, d'être éditeur, d'être commentateur ou visualiseur.
Et chaque privilège, évidemment, me donnera soit en lecture-écriture, soit en lecture totale, enfin en lecture seulement, etc. Je ne sais pas trop exactement, je pense que l'éditeur a des privilèges supplémentaires, hein, s'ils sont dans cet ordre-là, et le créateur pouvant sans doute se connecter à l'interface d'administration aussi, et donc pouvoir faire un certain nombre de choses également. Je vais le laisser en éditeur, hein, pour voir. Et ma requête, vous voyez que ma requête maintenant fonctionne complètement. Donc là, hop, je me dédouble ma personnalisée qui était déjà triple. Je me prends Carly Richnou, je me prends mon No More Secret 1, 2, 3, et je me connecte parce que j'ai accès à l'API, mais j'ai aussi accès à l'interface, bien entendu, et je peux du coup me connecter et avoir accès aux informations qui sont ici. Est-ce que j'ai accès rigoureusement à tout pareil? Je pense, puisque je suis éditeur, n'est-ce pas? Donc je retrouve les informations qui sont ici, les mêmes que j'aurai évidemment via l'API, bien sûr. Je ne sais pas si on peut créer des rôles différents, moins importants d'ailleurs. Ça, ce serait à explorer, bien évidemment. Voilà, pour ce coup-ci, c'est la fin. Vidéo un peu longue, comme d'habitude. Et puis, pour les élèves qui vont bosser dessus la semaine prochaine, entre autres, eh bien, bon courage.